Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Merci d'être là. Et sans plus tarder, on passe la parole à notre premier invité et on ouvre les portes du vestiaire à Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Dans le vestiaire présenté par Rockland Ford et Brigil et cette portion d'émission, cette chronique vous est présentée par Desjardins. Sans plus tarder, on va rejoindre Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Zachary, Sammy Blais qui a été offert au ballottage par les Maple Leafs de Toronto. Sammy Blais qui est un joueur gaucher. On voulait avoir peut-être une certaine profondeur, ajouter de la profondeur dans la catégorie beau, bon, pas cher. Est-ce que c'est le genre de joueur qu'on devrait identifier pour ramasser et meubler justement la formation des Sénateurs? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a plusieurs équipes, en fait, que Sammy Blais va être sur leur liste. C'est pas pour rien que les Maple Leafs l'ont réclamé lorsque le Canadien l'a soumis au ballottage un peu plus tôt cette saison. Donc, pour moi, il va être réclamé. Ça va simplement dépendre de où qui a la priorité selon le classement. Donc, mais pour moi, ça faisait aucun doute qu'il peut apporter quelque chose, surtout sur un quatrième trio dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ce serait assurément un joueur à cibler pour plus que les Sénateurs pour bien des formations. Puis, je pense même que le Canadien serait prêt à le reprendre si jamais il pouvait en faire son acquisition. Ouais, on l'avait signé justement au cours de la saison morte, 775 000 $ pour un an. Quand je dis beau, bon, pas cher, le risque en vaut la chandelle. Et si jamais Steve Staios peut mettre la main dessus, ça serait certainement une très bonne addition. Un qu'on n'aura pas à aller chercher au ballottage, c'est Brady Tkachuk qui a confirmé son retour. Vendredi, on va célébrer le lendemain de la Thanksgiving, bourré de dinde puis d'atoka. J'espère que ce ne sera pas le cas du capitaine, mais à surveiller. Et je pense que la planète hockey va regarder comment va se débrouiller le numéro 7 à son retour. Tu fais-tu partie de la catégorie très excitée qui a hâte à vendredi? Assurément. Puis écoute, là, on sent que le monde change, hein, parce que c'est pas les Sénateurs qui ont annoncé en premier qu'il allait être de retour, c'est lui-même sur son propre podcast. Donc, c'est assez spécial à voir, mais assurément que tout le monde est excité. Je pense qu'il n'y a pas un partisan des Sénateurs qui peut dire qu'il n'est pas excité par ce retour-là, parce que écoute, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, le retour du capitaine. Puis, c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Les Sénateurs ont bien fait en son absence, mais pour moi, ça a le potentiel de galvaniser cette équipe-là, puis vraiment de leur permettre de passer à la prochaine étape, puis faire partie des équipes dominantes de la Ligue nationale de hockey. Justement, lui arrive, on a bien fait. Pour moi, ça peut donner un électrochoc à une équipe qui va déjà très bien, surtout en plein voyage. On dirait que des fois, ça prend un petit quelque chose, une petite étincelle, des fois au niveau de la fatigue, etc. Ben là, écoute, ça va être l'étincelle qu'il faut pour relancer les Sénateurs, pour leur donner le plus d'énergie possible pour finir ce très long voyage-là du mois de novembre, le mois de novembre, toujours très difficile dans la Ligue nationale de hockey, surtout pour les Sénateurs d'Ottawa. Mais cette année, on semble bien parti justement pour avoir un beau mois de novembre. Donc, Brady Tkachuk de retour, ça peut pas être un plus beau cadeau en fin du mois. Ouais, je pense que l'habitude du mauvais mois de novembre est derrière nous parce qu'en ce moment, là, c'est une équipe qui roule à plein régime et ce, malgré l'absence du numéro 7. Du moment que Brady regagne l'aile gauche du premier trio, Perron, on le met sur le top 6 encore, mais avec les deux autres. Ben là, avec les deux autres. C'est ça le problème. On ne sait pas identifier Pinto, Giroux, Amadio. C'est-tu le deuxième ou le troisième? Mais là, je te pose la question. Perron, du moment que Brady revient, tu l'ajoutes avec Cousins et Zetterlund ou tu le vois ailleurs? Écoute, c'est une très bonne question, puis j'ai pratiquement pas de réponse à donner. Où est-ce qu'on dirait qu'il y a tellement d'options. Il y a tellement d'options, Ouais. puis justement que Brady va revenir, est-ce qu'on laisse Batterson sur le premier trio? Est-ce qu'on va tenter d'avoir différents trucs? On va tenter peut-être de diviser nos armes. Donc, je sais que Stutzla puis Batterson, ça va très bien, mais bref, le retour de Brady Tkachuk, ça apporte un certain positivisme, mais ça va apporter un certain casse-tête avec à Travis Green qui devra faire des choix. Puis je pense qu'il va peut-être avoir certaines expériences aussi qui vont être faites, où est-ce qu'on ne veut pas démanteler tout ce qui va bien. On va tenter de le joindre à ce groupe-là. Mais pour moi, écoute, que David Perron, il va être aussi utile qu'il peut être sur le premier trio, sur un deuxième, sur un troisième trio, capable d'apporter un peu de tout. Donc, pour moi, c'est ce genre de joueur, un peu comme Lars Eller, c'est deux vétérans qui, peu importe les places où dans la formation, sont capables de trouver la façon de contribuer. On semble d'avoir plusieurs joueurs un peu de cette façon-là du côté des Sénateurs, que peu importe dans quelle chaise, sur quel trio on les place, ils réussissent toujours à trouver une façon de contribuer au succès de l'équipe. Puis des fois, ça passe pas simplement par la feuille de pointage. Michael Amadio en est un qui est parmi les meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale de hockey cette saison. Donc, c'est un peu ça. Ça va d'une certaine profondeur, mais pour la composition des trios, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est tout un casse-tête parce qu'il peut y avoir 50 000 combinaisons différentes, puis il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Ça, tu as raison, mais si je veux brasser la soupe un peu, on ne peut pas défaire tout ça Batterson en ce moment, même avec l'ajout d'un Tkachuk, ça va trop bien. Et de l'autre côté, je pense pas que tu peux te toucher à la
combinaison Amadio, Giroux et Pinto. Ce trio-là fonctionne tellement de plusieurs façons. Alors, c'est pour ça que je me demandais si automatiquement on devait penser à avoir Perron sur la deuxième ou la troisième unité, là, ajoutée avec Cousins et avec Zetterlund. Zetterlund, par exemple, sa place est-elle assurée justement avec Cousins du moment que Chuck revient, là? Ben, présentement, il fait très bien. Je pense que pour l'instant, on ne veut pas y toucher, un peu comme tu l'as mentionné. Évidemment que le choix logique, ce serait ça. Là. Ce serait de descendre Perron sur un deuxième trio, remettre l'Arcellaire sur le quatrième trio au centre, puis un peu envie de tout rééquilibrer la formation. Mais c'est difficile à dire. Mais je pense que présentement, Zetterlund n'avait peut-être pas saisi ses occasions l'an dernier, peut-être pas en début de saison, mais là, il semble être plus, avoir une certaine chimie aussi. Il semble plus cimenter sa place parmi le top 6, le top 9. Donc, pour moi, présentement, je pense qu'on ne voudra pas tout chambarder là, du jour au lendemain un peu avec ce retour-là. Puis est-ce qu'on va vouloir utiliser Brady Tkachuk dès le départ à une vingtaine de minutes dans la rencontre? Peut-être pas. Peut-être qu'on va être un peu patient. On sait qu'il va être affamé, mais je pense qu'on va peut-être devoir retenir le cheval plutôt que le pousser. Donc, j'ai bien hâte de voir ce retour. Parlons un peu de Dylan Cousins, si tu le permets, le workhorse from Whitehorse. J'adore le bonhomme. J'adore son aspect rugueux, mais envoyez donc. Mais il a un différentiel de moins 10 et il a 16 points, dont 8 buts. Je comprends qu'il fait partie des top buteurs du club, mais à 16 points et 8 buts en 21-22 matchs, est-ce qu'on est satisfait de sa production et comment analyses-tu son différentiel de moins 10? Assurément que c'est pas idéal, là, on va se le dire. Je pense qu'il n'y a personne, aucun joueur de hockey qui veut être dans le négatif. Évidemment que Parlez-en à Drake Batterson. Oui, exactement. Il faut apprendre ou en laisser parce que des fois, le différentiel peut être un peu. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Des fois, c'est même pas de sa faute, fin de changement ou embarque sur la patinoire. Oui, t'as raison. Il y a certains buts où est-ce qu'il faudrait vraiment décortiquer chacun de ces négatifs. Évidemment que c'est pas tous des changements de dernière minute qui ont causé ça, justement sa fiche présentement. Mais oui, je pense qu'il est capable d'être plus responsable de côté de la patinoire. Les trios ont bougé beaucoup aussi dans les dernières semaines. Là, on semble avoir une certaine stabilité. Mais on a quelques joueurs qui se retrouvent dans les négatifs qui voudraient en donner davantage peut-être dans les deux sens de la patinoire parce que pour moi, Dylan Cousins donne offensivement ce qu'on s'attendait de lui quand on l'a fait cette acquisition. C'est un joueur qui peut produire comme un gars top 6, qui a déjà fait plus de 70 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qu'on est capable de voir retourner un peu dans ces eaux-là, peut-être flirter un peu au-dessus de la soixantaine, peut-être un jour flirter avec le point par match, c'est peut-être beaucoup demandé, mais ça demeure un excellent joueur offensif. Mais je pense qu'on est un peu là. La ligne de centre est très bonne, très excitante, mais encore très jeune. On a le potentiel d'être des joueurs responsables, mais on a encore justement des croûtes à manger à ce niveau-là où est-ce qu'il faut être capable de bien se positionner, bien gérer notre rondelle. Celui qui, à un moment donné, on avait identifié comme futur capitaine des Sénateurs, Mark Stone, n'a jamais eu l'occasion d'arborer le C. Mais Mark Stone, c'est le capitaine des Golden Knights de Vegas et Mark Stone est disponible pour retrouver l'action ce soir. Est-ce que ça, pour toi, c'est un facteur qui te fait craindre justement que ça pourrait être une soirée difficile pour les Sénateurs? Assurément, parce que les Golden Knights, c'est tout un train cette année. Là. On a vu le Jack Eichel et Mitch Marner, la magie a opéré assez rapidement, merci. Je pense que tous les poolers qui ont ces deux joueurs-là dans leur pool présentement sont très, très contents parce que... Quoique Marner a ralenti un petit peu, là, mais puis on s'est fait battre quand même par les Mammouths 5-1. Alors, c'est une équipe qui, oui, a du potentiel, mais qui n'est pas nécessairement au même diapason, je pense. C'est ma perception, en tout cas. Oui, exact. Il y a beaucoup de nouveaux éléments, surtout parmi ça. Puis les blessures, évidemment, que quand on ajoute un Mark Stone qui est assurément un des attaquants les plus complets de la Ligue nationale de hockey, ben ça change la donne. Puis je pense que si on parle un peu du retour de Brady Tkachuk, ben d'avoir le retour de son capitaine pour les Golden Knights ne peut pas être plus motivé que ça non plus. Justement, on vient de se faire varloper par Utah. Donc, écoute, moi, je pense qu'il va y avoir une certaine étincelle qui va se produire là. Ça sera pas un match facile, surtout que les Sénateurs, on est déjà rendu à 4e match dans ce long voyage-là. On sent le capitaine de retour avec Brady, mais on va devoir trimer dur, surtout à Vegas. Là, c'est pas un aréna très facile à jouer, puis les fiches des équipes qui vont jouer là-bas parlent d'eux-mêmes. Donc, pour moi, ça va être un très gros match, un très gros test pour les Sénateurs, surtout à ce point-ci du voyage. C'est vrai, ça peut faire la différence. Là, présentement, on a 2 victoires, un revers. Si on se retrouve avec 3 victoires, un revers, on va se présenter à Saint-Louis avec le retour de Brady, on n'est pas dans la même chose que si on se retrouve à 2-2. Le secret d'un succès potentiel pour un match comme celui-là, ça se passe à quel niveau pour toi? Au niveau de la robustesse, au niveau de la défensive, au niveau de l'offensive?
Écoute, ça va être un peu de tout. Je pense que ça va prendre un peu de tout pour battre une équipe comme les Golden Knights, mais ça va être un peu de jouer la même façon qu'on a fait depuis le début du voyage, où est-ce qu'on n'a pas tenté de jouer les run and gun, tenté d'en faire trop nécessairement. On a gardé les matchs serrés, on a été capable d'aller chercher les gros buts dans les gros moments. Lors du dernier match, ça n'a pas tourné de notre faveur, mais quand même, je pense que cette équipe-là est bien bâtie, appris de jouer de la façon que Travis Green veut que l'équipe joue. Donc pour moi, c'est simplement de poursuivre sur ce qu'on a bâti depuis le début du voyage, sans tenter d'en faire trop, sans jouer impressionné face aux éléments offensifs des Knights, puis sans justement vouloir se dénaturer et tenter de rivaliser des fois avec une certaine force de frappe. Je pense qu'on doit simplement jouer de notre façon, puis ça va apporter du succès aux Sénateurs, comme ils l'ont depuis le début de la saison. Les Sénateurs, c'est une des équipes qui, justement, a réussi à avoir une certaine constance, a réussi à pas échapper des longues séries de défaites, outre le départ tumultueux, mais depuis ce temps-là, on est capable de ramener ça et de couper rapidement les séries de défaites. Bon match ce soir, on va être tard pour regarder, on l'espère, une victoire des Sénateurs contre les Golden Knights à Vegas et on te lit évidemment de façon quotidienne dans le Quotidien Le Droit. Salut mon chum et on se reparle bientôt. Merci beaucoup, bon match ce soir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.